Une fois n'est pas coutume, bienvenue à ce numéro du tribunal de l'actualité qui reçoit ce soir M. Noussar du parti FAD du parti FAD. Bonsoir M. Noussar. Bonsoir M. Sidibé. Abdoul Niang, il est journaliste analyste. Bonsoir M. Abdoul Niang. Bonsoir Sidibé, bonsoir à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les invités. Fatmata Sako, dite Ginet de la mouvance présidentielle. Bonsoir Madame Sako. Bonsoir M. Sidibé. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je suis de la majorité présidentielle, je suis du PDS. Okay. Merci. Avec eux, il sera question de la relance du processus de révision constitutionnelle et la dégradation générale de la situation sécuritaire du pays. Nous disons encore bienvenue au tribunal de l'actualité. Suspendu en août 2017 à la suite d'une forte contestation populaire, le gouvernement vient de relancer le processus de révision constitutionnelle. Monsieur Abdoul Niang, d'aucuns parlent déjà du réveil d'un vieux démon. Est-ce qu'il y a démon? Je ne pense pas qu'il y ait un démon. Il y a la nécessité d'adapter. Nous sommes au 4e essai quand même, donc on peut parler de démon. Donc s'il y a 4 essais déjà, ça veut dire que il était nécessaire d'aller vers cette révision constitutionnelle parce que la constitution actuelle fait partie des textes fondateurs de la Troisième République, qui est une duplication du modèle français adopté en 1958 en déphasage total avec les réalités maliennes. Et si on s'étargue avec ça, on tape la poitrine avec ça, moi je pense que dès le départ, le pas était faussé. Et d'ailleurs, pourquoi le premier président, vous l'avez dit, avait tenté d'aller vers une révision de cette constitution qu'ils avaient adoptée il y avait juste quelques années. Donc ça veut dire que ce n'était pas du tout une constitution du mimétisme. On est confronté aux réalités et qui déshabille complètement ces maquillages. Donc, si dès Alpha, il y avait eu cette velléité, ça veut dire que franchement, nous n'avons pas une constitution, avec ATT aussi, mais eux, on leur avait prêté des intentions de briguer d'autres mandats en dehors des règles constitutionnelles. Donc, ainsi que les cas de 2017, ça soulevait vraiment un problème parce que les gens évoquaient l'article 118, mais en réalité c'était l'article 2018 qui était la source même du problème. Et j'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de problème. Fatmata Sako, malgré le rejet récurrent de ce projet de révision constitutionnelle, on ne peut pas parler de vieux démons? Et merci d'abord, M. Sidibé, pour cette invitation devant le tribunal de l'actualité. Oui. Et j'ose espérer que je ne suis pas à la barre en tant qu'accusé, mais plutôt comme invité femme devant la politique. Et alors, pour entrer dans le vif du sujet, moi je dirais que le président a remis à l'ordre du jour cette question de révision constitutionnelle lors de son message à la nation à l'occasion du Nouvel An. Et il a dit, je cite, « Il est indispensable de procéder à une révision constitutionnelle proposant les justes aménagements à partir de notre vécu institutionnel, de nos fragilités, de nos silences et de nos imprécisions. » Je voudrais que les Maliennes comprennent que l'article 29 de notre Constitution stipule « Le président de la République est le chef de l'État. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance du territoire et de l'intégrité, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il est aussi le garant du respect des traités et accords signés par notre pays. En plus de tout ça, il veille au bon fonctionnement des pouvoirs publics et assure donc la continuité de l'État. En tant que gardien, il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? En tant que gardien de la Constitution et en tant que garant des accords et traités ratifiés par notre pays, il est donc de son devoir de relancer le processus de révision constitutionnelle qui est aussi une disposition de l'accord de paix. Et c'est pour cela qu'il a instruit au Premier ministre, qui est aussi chef du gouvernement, M. Soumeilou Boubèye Maïga, de commettre un comité d'experts. Je sais que vous avez, on va en venir. Un comité d'experts qui est chargé de l'élaboration de la réforme institutionnelle qui arrive et ensuite de proposer cette nouvelle constitution aux Maliens. Et moi, je pense qu'elle est nécessaire. Vous l'avez dit, il y a eu 4 tentatives de 3 présidents différents.
Nous sommes dans la 3e République et cette révision ne nous sortira pas de cette 3e République. Okay. Moi, je pense qu'il faut comprendre cela. Ok. Mais Noussar, vous êtes un membre fondateur de Ante Abana qui s'est opposé à ce projet en 2017. Et comment vous avez accueilli cette nouvelle-là de relance du processus? Merci beaucoup, Sidibé. Avant tout propos, je souhaite m'incliner devant la mémoire des soldats tchadiens tombés ce matin en défendant notre dignité. Je souhaite un propre rétablissement aux blessés, ainsi qu'à nos deux militaires lors de l'accident de l'hélicoptère survenu à Kati. Eh bien, vous faites bien de parler de vieux démons, parce qu'il s'agit en réalité d'un vieux démon. Vous avez dit 4 tentatives, nous sommes à la 4e. 3 tentatives ont échoué parce que le peuple malien a su se dresser contre l'imposture, a su se dresser contre l'aventure dans laquelle on voulait conduire notre République, notre démocratie. Je suis membre fondateur de Ante Abana, tout comme ma grande sœur, ici à côté de moi, qui a une histoire, qui a fait ce que vous avez vu et qui a opposé une résistance face à une tentative manifeste de remettre en cause les fondements de notre démocratie. Vous entendez dire le plus souvent, mon frère Abdou Niang vient de le dire, que la Constitution du 25 février 1992 est la copie conforme de la Constitution française. Ce n'est pas vrai. La Constitution de 1958 en France n'est pas l'équivalent de la Constitution malienne. Vous savez, hein, le peuple souverain du Mali, après 23 ans de lutte, a mis fin à une dictature, une des dictatures les plus féroces d'Afrique. Vous le savez. Et le peuple du Mali, lors de la conférence nationale, a jugé nécessaire de souscrire à la démocratie exclusive. Mais M. Sarr, tous les experts conviennent quand même que je veux vous le dire, notre constitution, quand même, c'est très honnêtement, c'est de la France. C'est une constitution, c'est une des constitutions les plus avancées au monde. Je vous le dis, il n'y a pas une seule constitution au monde. Mais qui contient des structures énormes avec celle de la France. Mais ils n'ont qu'à le dire. Je vous dis, c'est la constitution dans laquelle l'avocat est autorisé dès l'enquête préliminaire. Vous ne verrez pas son pareil dans le monde. C'est quand même un seul article que vous citez. Non, je vous dis, quand on dit copie conforme, copie conforme, c'est quand même, ça veut dire quoi? S'inspirer d'une constitution d'un autre pays, y a-t-il un crime à cela? La constitution française de 1958 est-elle la copie conforme de la constitution américaine qui date de plusieurs... Mais est-ce que vous êtes en train de remettre en cause l'opportunité de réviser cette constitution? Bien sûr, pour réviser une constitution, il y a des préalables. Le préalable est que le pouvoir soit un pouvoir légitime, reconnu par tous les Maliens. Il y a des préalables. Le préalable est que nous soyons dans une situation politique apaisée. Nous soyons dans une situation sécuritaire acceptable, apaisée. Mais aujourd'hui, nous allons rentrer dans ça. Le centre de notre pays brûle. La nation a pris le feu. Donc, il est impératif de régler les préalables avant de mettre sur la table une éventuelle discussion. Je dis discussion, hein, d'un projet de révision de la Constitution. Mais franchement, de notre point de vue, ils n'ont ni l'opportunité, ni la légitimité de toucher à un seul article de notre Constitution. Ok. Voilà. M. Niang, vous avez entendu l'approche de M. Sarr. Le Mali aujourd'hui n'est pas, la situation fait que nous ne sommes pas vraiment dans une situation à même de réviser notre Constitution. Écoutez, moi je pense que M. Sarr vient de surprendre le monde entier en disant que cette Constitution de 92 n'est pas une duplication de la Constitution française, mais je le mets au défi tout de suite qu'il présente un seul article de la Constitution de 92 qui le différencie de la Constitution française. Mais allez-y, il va réagir. Il va réagir. Moi, je pense que c'est moi qui l'interroge. Je crois que c'est un journaliste. Je pense que c'est un journaliste ou un activiste, je ne sais pas. Non, allez-y, il va. C'est très important. Mais je vous dis, s'il vous plaît, Niang, développez votre idée. Et c'est moi qui pose la question. À mon avis, il était tellement intéressant de l'écouter à ce niveau. Peut-être qu'il aura le temps de réagir. D'accord. Quand vous voyez les principes, le Mali est une république démocratique, laïque, etc., indivisible.
c'est une redondance, une imitation, un mime emprunté aux Français. Les institutions qui sont définies dans la Constitution, la même chose, qui n'ont absolument rien à voir avec les réalités de notre pays. Et également, quand vous voyez d'ailleurs, vous avez vu depuis le temps des Alpha, ce mimétisme a été confronté aux réalités. Ça fait que le pays est bloqué. Les institutions sont essoufflées. D'où la nécessité d'aller vers la révision depuis les premiers présidents démocratiquement élus. Et même la décentralisation. Pourquoi ça a été un fiasco? C'est parce qu'ils ont emprunté les mêmes textes français qui ont prouvé leurs limites, et en France et dans toute l'Europe, pour l'importer chez nous. La Constitution, mais c'est ça, vous savez, la Constitution de 92, ils ont fait, le comité a fait combien de jours pour rédiger? 15 jours. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que ça suffit pour rédiger une constitution inspirée de nos valeurs propres? Désolé. Donc, il y a nécessité vraiment d'aller vers ça. Même eux, dans l'histoire de Ante Abana, je ne les ai pas entendus dire qu'il n'y a pas nécessité d'aller vers la révision constitutionnelle, même si M. Sab dit le contraire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils avaient mis en avant? L'article 118. Ils parlaient de l'insécurité, etc. À juste titre, c'est vrai. Mais ils ont oublié la raison d'État, la nécessité. C'était quoi la raison d'État? La raison d'État est que le Mali a signé un accord qu'il faut impérativement appliquer. Et cet accord jure avec la Constitution de 92. Et le Mali est obligé d'aller vers ça pour éviter le pire. Et tout le monde le sait. Et eux, je ne les ai pas vus rejeter l'accord d'Alger. Et le président Ibeka a dit d'ailleurs qu'il rejette l'accord. Après, lui, il va annuler la révision constitutionnelle. Et jusqu'à présent, je ne les ai pas entendus dire qu'ils rejettent. Et d'ailleurs, lors de la campagne, ils avaient dit qu'ils allaient appliquer l'accord. Donc, franchement, il est temps vraiment de sortir du dilatoire. L'élection présidentielle est déjà derrière nous. La communauté internationale est presque... les Maliens, dans leur écrasante majorité, ont porté leur choix sur le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne dis pas que l'opposition ne conteste pas, mais l'opposition n'est pas le peuple. Et aucune fraction du peuple n'a le droit d'appliquer son diktat sur l'ensemble national. Je ne pense pas. Ok. Dine, vous pensez que la nécessité de réviser cette constitution ne se pose même pas? Elle est vraiment nécessaire? Et moi, je pense qu'elle est nécessaire. Je ne vais pas entrer dans le débat. Et est-ce que notre constitution est la réplique de la constitution française? Mais bien entendu, nous savons tous qu'elle l'est. Nous avons tous les articles ici. Nous connaissons tous la constitution en tant qu'homme politique. Moi, j'ai été membre fondateur de Ante Abana avec mon petit frère Moussar. On a cheminé ensemble. On a tenu des heures de réunion, des dizaines d'heures de réunion ensemble. Mais Nyang l'a si bien dit, à l'époque, nous n'avions jamais dit que nous étions contre la révision. Nous avons dit, nous sommes contre la révision avec l'état d'insécurité que nous connaissions à l'époque. C'est ce qui a été dit. Nous avions dit qu'il fallait que certaines conditions soient réunies pour aller vers cette révision. Et moi, personnellement, j'estime que... Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et en 2017, vous étiez contre la révision, oui. Mais j'imagine qu'en 2018, vous êtes pour. Oui, en 2018, je suis pour parce que la crise multidimensionnelle que nous traversions depuis plus de 10 ans a montré la fragilité de nos institutions. Il faut se mettre à jour. Moi, je ne dirais pas que l'accord, c'est l'accord qui est supranational, qui va nous dicter exactement ce qu'il faut faire. Mais nous avons ratifié un accord. Et c'est celui qui a amené à la limite la paix, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une zone du Mali où le drapeau malien ne flotte pas. Et j'estime aussi que la nécessité de cette révision se justifie par la faiblesse des institutions actuelles. Vous avez vu les contestations qui arrivent, qui sont arrivées d'ailleurs, qui me font dire que je suis très surprise par Nyang qui dit encore que le pouvoir est illégitime. Parce que... C'est pas Nyang. Excusez-moi, mon petit frère Sarr, que j'aime beaucoup, qui dit que le président est illégitime. Un président qui a été élu démocratiquement. D'ailleurs, je vais en profiter pour le féliciter. Je l'ai vu contester et faire même un communiqué pour indexer les députés qui sont allés voter la prorogation du mandat des députés. Ça, vraiment, c'est à saluer chez lui, malgré que son jeune âge, il a été
cohérent avec ses idées. Ça, il fallait le faire. Mais comment ne pas reconnaître un pouvoir et siéger à l'Assemblée et participer? Mais ça, c'est sélectif. Ils participent quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils font la politique de la chaise vide. Nous disons qu'il faut aller vers cette constitution. Et encore une fois, qui ne touche pas au fondement de la République, parce que le problème, c'est quoi? On avait dit que ça touchait au mandat présidentiel. Nous savons tous que le président est élu pour 5 ans et il est éligible une fois. Donc, ça ne touche pas à ce mandat-là. Oui, comme en 2017, hein? Cette question ne se posait pas également. Non, mais vous savez que ça a été dit partout. Le cas de l'article 36 faisait peur. Voilà, le cas de l'article 36 était en lien avec cette possible, ce possible troisième mandat, alors que nous savions tous que ce n'était pas vrai. Mais il faut que nous avancions, parce que nous ne pouvons pas rester encore et être dans le dilatoire. Il faut que nous avancions. Et il faut rappeler aussi l'article 118, le président de la République quand même a l'initiative avec les députés d'une révision constitutionnelle. Il a l'initiative. Ok, mais est-ce que vous pensez aussi, Sarr, que cette constitution, on ne doit vraiment pas la toucher? Merci beaucoup. Il est important de lever certains équivoques. M. Nyang a indiqué qu'il ne voit dans notre constitution aucun article qui n'a pas son pareil, son équivalent dans la Constitution française. Ce n'est pas exact. Dans aucun article de la Constitution française, il n'est autorisé à un avocat d'assister le prévenu dès l'enquête préliminaire. Ça, c'est quel article? Ça n'existe pas. Ça, c'est je vous dis, ça n'existe pas dans la Constitution française. L'article relatif aux questions des droits de l'homme. Ça existe dans la Constitution du Mali? Bien sûr. Quel article? Bien sûr, l'article relatif à la question des droits de l'homme. Il y a plusieurs centaines d'articles. Je n'ai pas ça en tête. Mais je vous le dis. Il a cette manie d'interrompre. Allez-y. Je vous dis, la Constitution est là. La Constitution malienne, tous les avocats le savent. Tous les juristes le savent, autorise l'avocat à assister à l'enquête préliminaire. Ça n'existe pas en France. En France, l'avocat n'assiste pas à l'enquête préliminaire. C'est dans quelle partie? Ce n'est pas dans la Constitution. Je vous dis, allez-y dans la partie de la Constitution relative aux droits de l'homme. Voici la Constitution. Donc, je ne suis pas là pour fouiller. Donc, c'est vraiment important. Moi, je n'ai pas cette prétention à vouloir dire que j'ai bûché toute la Constitution. Okay. Ma modestie et mon humilité ne me permettent pas de le faire. Donc je vous invite à revoir cela. La Constitution. Vous pouvez quitter ici et vous renseigner. La Constitution malienne autorise l'avocat à assister à l'enquête préliminaire, mais pas en France, pas la Constitution française. Quand vous dites que c'est une copie conforme, voici des gens qui font une différence fondamentale entre inspiration et conformité. Si vous me dites que la Constitution malienne est d'inspiration française de la Constitution de 56, ça passe. Mais quand vous dites que c'est la copie conforme, c'est pour ça que nous avons fait le débat avec plusieurs grands juristes. Ensuite, ma grande sœur a évoqué, avant ma grande sœur, Nyang a évoqué la question de l'accord. Nyang sait très bien que le parti dont j'ai la responsabilité est l'un des rares partis politiques jusqu'à aujourd'hui à s'être insurgé contre l'accord abusivement intitulé Accord pour la paix. Nous le combattons, nous le dénonçons et nous le combattrons. C'est non négociable pour nous, c'est une ligne rouge. Ton candidat fait la même chose. Donc du coup, bon, vous savez, hein, avant de venir là, c'est lui qui pose pas, c'est pas lui qui pose des questions, c'est toi qui pose des questions. Mais c'est important qu'il pose ces questions et qu'il nous donne les clarifications pour les téléspectateurs. La première leçon en politique, la première leçon quand vous rentrez en politique, la première leçon, c'est savoir faire la différence entre les contradictions principales et les contradictions secondaires. En 2018, nous avons estimé, n'ayant pas les ressources nécessaires pour être candidat, nous avons estimé qu'il faut faire la différence en application de cette règle politique entre contradictions principales et contradictions secondaires. C'est pourquoi vous avez soutenu Soumaïla Cissé. Mais bien sûr. Malgré que vous n'étiez pas dans la dynamique. Nous avons estimé que ceux qui ont signé l'accord, ceux qui ont engagé le Mali dans la voie de la dislocation doivent être sanctionnés. Et nous nous sommes alliés à M. Soumaïla Cissé. Madame était à l'opposition avec nous, entre-temps. Elle a évoqué Ante Abana, mais madame oublie de dire, ma bonne grande sœur, que dans Ante Abana, il y avait plusieurs courants. Il y avait le courant de ceux qui ne voulaient pas qu'on touche du tout à la Constitution. Il y avait le courant qui ont pensé que on peut toucher, mais le texte proposé n'est pas bon. Il y a le courant qui a estimé que compte tenu de la situation, on ne doit même pas parler de révision constitutionnelle. Mais quand un groupe aussi hétérogène
aussi hétéroclites se retrouvent, vous conviendrez avec moi qu'il faut faire la part des choses et nous avons estimé qu'il faut juste réunir les efforts pour combattre cette révolution, cette révision constitutionnelle. Maintenant, on nous parle d'opportunité de l'accord. Vous savez, je donne toujours cet exemple. Quand vous allez au marché acheter une chaussure et que vous voyez que la chaussure ne convient pas à votre pied, vous ne taillez pas votre pied, vous changez de chaussure. Donc nous nous plaidons, nous nous battrons pour une révision de l'accord, pour que l'accord soit conforme à la Constitution. Parce que la crise malienne, pour la résoudre, pour tout, ne pas tout compromis. Non, je vous en prie. Ils sont deux, je vous en prie. Que notre constitution est contemporaine. Je vous dis tout simplement que pour résoudre la crise multidimensionnelle, la solution doit être trouvée dans le cadre de la République, dans le cadre de la Constitution. Toute solution en dehors de la Constitution se fait contre le pays, se fait contre la nation malienne et nous ne l'accepterons pas. Là, vous dites que la Constitution elle est contemporaine. Nous sommes convaincus que ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. La Constitution américaine, qui date de plusieurs siècles, mais elle a été amendée. Elle a connu plusieurs amendements. Nous ne sommes pas des sots. Confucius dit seul le sot demeure sot. Nous ne sommes pas des sots. Mais nous estimons qu'il y a urgence aujourd'hui de résoudre les questions brûlantes de l'heure avant de s'attaquer à la révision de la Constitution. Nyang, est-ce que vous pensez aussi qu'avec la contestation populaire de 2017, le gouvernement aujourd'hui, avec le recul, a eu les tacts nécessaires pour vraiment drainer Ante Abana autour de ce nouveau projet cette fois-ci? Ante Abana d'abord n'existe plus. La preuve est que Dina n'est plus leader, il y a pas mal d'autres leaders. Certains sont quand même restés. Certains sont là. Donc pour vous dire qu'Ante Abana n'existe plus. Et d'ailleurs, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Les acteurs principaux d'Ante Abana, quand ils disent à l'Assemblée nationale qu'il faut aller à la révision constitutionnelle, donc je crois que c'est significatif. Oui. Il a dit quelque chose de très important. Les problèmes d'un pays doivent trouver leur solution dans la Constitution. Je suis d'accord. Mais pas une constitution en ménopause, pas une constitution qui ignore le Mali, pas une duplication, une copie pâle de la constitution de 1958 de la France. Et en France, le débat est en cours depuis combien d'années pour réviser cette constitution, pour qu'il y ait des institutions adaptées aux réalités et aux besoins. Et si M. Sarr est toujours cramponné sur cette position, que personne ne soutient plus, même dans son camp, ça m'étonne, ça me surprend. Il a parlé de contradictions secondaires et principales. Pour lui, il a soutenu un candidat, Soumaïla Cissé. Lui, il rejette l'accord d'Alger. Soumaïla ne le rejette pas. D'ailleurs, ça faisait partie de ses promesses de campagne. Tout le monde a entendu son discours. C'est pourquoi il a parlé de contradictions principales et secondaires. L'accord d'Alger exige la révision constitutionnelle, à laquelle lui, il est opposé. L'accord d'Alger a la même mise sur la destinée même du pays, sur le plan sécuritaire, économique et social. Soumaïla n'est pas d'accord, lui, il est d'accord. Et lui n'est pas d'accord, Soumaïla est d'accord avec ça. Et pour lui, c'est une contradiction secondaire. Mais c'est ça, on n'a même plus peur de certaines expressions. Et je suis désolé. Franchement, moi, je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. Vous l'avez donné la parole. Il n'a même pas pu citer un seul article de la Constitution qui ne trouve pas son inspiration de la Constitution française. Il parle des droits de l'homme. Ça, c'est au niveau du préambule. La charte africaine, quand même la Constitution. La charte africaine, Déclaration universelle des droits de l'homme. Je me pose la question, il est question de quelle procédure? La Constitution n'est pas un code de procédure pénale pour parler de l'avocat et enquête préliminaire. Mais jamais. Ça n'existe nulle part et il le sait. Donc franchement, je pense qu'il est temps qu'on puisse dire la vérité, même si on est politicien. Parce qu'aujourd'hui, demander aux Maliens, ils diraient que la politique, c'est le mensonge. Il est temps que la politique évolue, que l'éthique vienne enfin dans la politique. Et également, vous savez, ce qui est très dangereux pour un responsable politique, pour la crédibilité d'ailleurs d'une personne, c'est l'incohérence. Et vous êtes en train de compter tellement d'incohérences dans les propos de M. Sarr. Finalement, on se pose la question dans quelle logique c'est vous qui décelez ces incohérences-là.
Sako, est-ce qu'aujourd'hui, avec la mise en place d'un comité d'experts pour produire ce document à la tête Maga Moussa Sissoko, est-ce que ce comité est assez solide pour vraiment produire un document consensus aujourd'hui, vu sa composition? Monsieur Sidibé, moi j'ai regardé juste sur le pouce vraiment la composition du comité d'experts, mais on a l'habitude de dire que Maga Moussa est l'un des plus grands constitutionnalistes du Mali et même au niveau africain. On a l'habitude de le dire. D'ailleurs, le texte que j'ai vu, c'est un texte de RFI, je crois, qui dit l'un des plus grands constitutionnalistes du Mali. Daba Diawara en est, je déplore qu'il ne soit pas membre du comité, pour vous dire, parce que c'est lui qui avait rédigé le CARI. Et au-delà de cela, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas juger de la compétence de ces experts qui sont là. J'ai vu, il y a des grands professeurs d'université, il y a des grands professeurs de droit. Mais moi, je pense qu'après 27 ans de pratique institutionnelle, il est temps de changer même le corpus. Donc, même les documents, la façon d'écrire les documents, il est temps de changer cela. Il faut aussi corriger les lacunes de la loi fondamentale de 1992. Il y a des lacunes, il y a des insuffisances. Et je voudrais rebondir sur ce que mon petit frère Noussar a dit. Il dit que j'étais de l'opposition. Je voudrais clore ce débat ici une fois pour toutes. Moi, je suis né Sako. Je ne suis pas né Cissé. Je suis dans un parti politique dont je suis la première vice-présidente qui a fait un choix de rester, même s'il y a une scission. Mais bon Dieu, n'ai-je pas le droit de choisir le candidat que je veux? Nous sommes en démocratie. Quand eux, ils ont tous les droits, nous avons tous les devoirs. Et moi, j'ai été pendant 4 ans l'une des plus farouches opposantes au président Ibrahim Boubacar Keïta, vous le savez. Et j'ai eu tous mes amis qui étaient de la majorité, mais qui m'ont respecté. Mais il a suffi que je change. Je n'ai jamais autant insulté dans ma vie. Celui qui allait colporter des mensonges sur moi, j'ai l'habitude de faire un accident avec lui dans ma voiture que j'ai depuis 2015. Elle a reçu ceci, elle a reçu cela. Mais les opportunistes sont ceux qui ont quitté le camp présidentiel pour aller vers l'opposition parce que tout le monde pensait que le candidat de l'opposition allait gagner. Mais c'était ne pas connaître les Maliens. Mais bon Dieu, eux, ils ont même des porte-paroles qui sont élus de partis, dont les époux sont les plus grands patrons de partis, qui sont venus avec eux. Ça, c'est normal. Moi, Fatoumata Sako, citoyen libre de tous ces mouvements, je n'ai pas le droit de changer, mais il faut que ça s'arrête. Bon Dieu, on a le droit de choisir. Je suis né Sako. J'aurais encore compris que je ne soutienne pas ATT parce que je peux dire que je suis Touré. Mais qu'on me dise de ne pas... Mais je ne suis pas obligé de soutenir un candidat qui n'est pas de mon choix. Je suis désolé, je veux que ce débat soit clos. Nous avons fait Ante Abana ensemble. J'étais membre fondateur, j'en suis fier. Nous, ça, au-delà de ça, nous avons des relations de famille, le sait, sincèrement. Et il y avait plusieurs tendances, mais la tendance majoritaire, c'était quoi? C'était ceux qui ont dit le moment n'est pas adéquat pour aller vers une révision constitutionnelle. C'était ça la majorité. Et qui a cassé Ante Abana? Monsieur Sidibé, je souhaiterais que vous m'invitiez avec les plus grands patrons de Ante Abana pour qu'on vienne débattre ici. On va dire toute la vérité aux Maliens. Vous savez, la vérité, Charles Maurice de Talleyrand a l'habitude de dire que la vérité, il y a... ce qui est plus fort que le mensonge, c'est la vérité, que la calomnie. Mais on va débattre. Vous savez, les gens ont encore l'esprit de comprendre, de faire la part des choses. Les gens sont perspicaces. Ils verront où est la vérité, où est le mensonge. Ok, M. Sarr, est-ce qu'aujourd'hui, avec Maga Moussa Sissoko à la tête de ce comité d'experts, ne pose pas de problème au niveau des Ante Abana quand on sait que c'est même Maga Moussa qui défendait le projet avorté sur les chaînes de radio, même des télévisions? Oui, mais je souhaite rassurer ma grande sœur. Loin de moi toute idée de dire qu'elle a tort de choisir. Non. En démocratie, nous sommes libres de choisir nos camps. Beaucoup. Nous sommes libres de choisir. Mais j'ai fait référence à votre appartenance, tout simplement. C'est pour dire que vous savez mieux que moi comment ça fonctionne là-bas. C'est tout simplement ça. Mais que vous choisissez, ça ne pose pas de problème pour M. Nouhoum Sarr. Et vous comprendrez, moi, ça ne pose pas de problème pour M. Nouhoum Sarr. Maintenant, je vais dire à mon frère Abdoujan qu'il n'y a pas pire incohérence que de dire que notre constitution, qui n'a que 26 ans, a atteint la ménopause. La ménopause, c'est 40-45 ans. Il n'y a pas pire incohérence. Franchement, une constitution, il n'y a pas pire incohérence que ça. Mais il n'y a pas pire incohérence que de refuser, de reconnaître. Je sais que demain, il ira se renseigner auprès de grands avocats maliens.
chaque avocat qui passe au commissariat lors de l'enquête préliminaire brandit la Constitution. Moi, je ne suis pas un homme prétentieux. Ma modestie et mon humilité m'imposent de dire que je n'ai pas dans ma tête l'ensemble des articles de notre Constitution. Voici la copie. Donc c'est pour dire que je ne peux pas me mettre à fouiller sur un plateau de télé. Vous conviendrez avec moi. Donc c'est pour vous dire que à chaque fois vous êtes un homme, je suis dit, riche en couleur, vous faites des déclarations riches en couleur, mais vous êtes un activiste, moi je suis un politique. Nous ne pouvons pas... Moi je suis journaliste. Vous êtes un activiste, journaliste activiste. Okay, moi je suis un politique, nous ne pouvons pas avoir les mêmes tempéraments. S'il vous plaît, laissons les questions de personnes. Donc c'est vraiment important. Ouais. Vous avez évoqué, moi j'ai fait plusieurs débats avec Moussa Maka Moussa Sissoko à Anteyabana. Nous nous sommes croisés plusieurs fois sur des plateaux de télé. Mais à aucun instant, Maka Moussa n'a pu me dire de façon claire et précise quels sont les points de notre Constitution qui nécessitent une révision. Vous savez ce qu'ils disent? La question de l'intérim. 41 jours, on ne peut pas organiser des élections. Mais soyons sérieux. Est-ce que c'est la Constitution qui, dans un pays, organise des élections? Si les politiques en charge d'organiser les élections, l'administration en charge d'organiser les élections est d'une carence palpable, pour organiser les élections en 41 jours, c'est la faute de la Constitution. Si nous sommes incapables de mettre en place une administration électorale, capable d'organiser des élections en 10 jours, est-ce que c'est la faute de la Constitution? On nous dit l'intervalle des campagnes électorales. C'est ce que Maka Moussa a dit plusieurs fois. C'est-à-dire entre le premier tour, les résultats définitifs du premier tour, et le second tour, il n'y a pas de temps de campagne. Est-ce que c'est la faute de la Constitution? Si au soir du scrutin, l'administration ne peut pas donner les résultats au peuple malien, est-ce que c'est la faute de la Constitution? Donc en substance, vous êtes en train de nous dire que la révision est inopportune. Je vous dis tout simplement que ce qui n'a pas marché au Mali, ce n'est pas la Constitution, mais ce sont les hommes et les femmes en charge d'animer cette Constitution qui n'ont pas engagé le crédit nécessaire. Monsieur Nyang débat tout le temps avec le secrétaire général du FAD sur le plateau de télé, M. Mohamed Draman Traoré. Il sait très bien que si dans ce pays, il y a une génération de politiques qui incarnent la crédibilité, nous on en fait partie. M. Nyang, aujourd'hui, parlons peut-être un mot sur cette rencontre entre le président du Rassemblement pour le Mali et le président de l'URD. Est-ce que ces rapprochements entre ces deux partis peuvent vraiment augurer du bon? C'est une comédie et une insulte à l'endroit du peuple malien. Une déception. C'est rapprocher pour faire quoi? Pour former un gouvernement d'union nationale, une gestion consensuelle des affaires de l'État, qu'ils les fassent et puis les Maliens jugeront. Franchement, s'ils ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent. Qui? Les RPM, sont eux qui sont au pouvoir. Gestion consensuelle, on a vu les résultats avec ATT. Donc, c'est bien pour la classe politique. Les gens disent décrispation du climat politique. Ça fait du bien pour les politiciens. Même pour le pouvoir. Mais c'est une conspiration entre politiciens pour détruire le peuple. Pour détruire les pays comme ils ont fait sous ATT. Tant qu'il n'y ait pas ces bruits-là, c'est ces bruits qui est bien pour le peuple. Que ça ne s'arrête pas. Ces conflits politiques montrent qu'il y a la démocratie. Le consensus est antidémocratique. Faire le consensus autour de qui? On le dit en Bambana. Dans une association à 3 personnes, l'une est l'heureux, l'une se l'air. La 3e personne est qui ici? C'est le peuple. Va-t-on continuer à être les dindons de la farce? Il est temps que les hommes politiques... Mais est-ce que cette gestion opposition-majorité aussi n'est pas quelque chose d'importé par le Mali? C'est importé, bien sûr. Je suis désolé de le constater. C'est pourquoi je demande à la jeunesse de comprendre. Et mais si les gens se retrouvent? Que la jeunesse comprenne cela. Majorité et opposition, ils ont montré leurs limites. Que le président donne le flambeau à une nouvelle génération en 2023. En toute douceur, pas de conflit. Sinon, à partir de 2023, nous, on sera obligés de les mettre dans la poubelle. Okay. Une nouvelle génération viendra prendre les rênes du pays, opposition majorité,
nous les remercions. On ne dirait pas qu'ils ne sont pas patriotes, mais il est temps, vraiment temps, qu'ils sachent qu'ils restent à la maison, prier pour la nouvelle génération et nous allons prendre les rênes du pays. Ok, Djiné Sako, votre mentor était un apôtre de la gestion consensuelle du pouvoir. Est-ce qu'en voyant le RPM, Soumaïla Cissé et Bokari Tereta main dans la main, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle finalement? Monsieur Sidibé, moi j'aurais voulu ne pas répondre à cette question, mais vu que je suis là, je suis tenu d'y répondre parce que pour moi c'est un non-événement. Certains disent que l'opposition a déposé les armes et même les CV. Peut-être que c'est ça. Mais je voudrais aussi rappeler que le président de la République, son Excellence Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, a toujours dit qu'il n'est pas d'un parti politique, qu'il est le président de tous les Maliens. Et ce n'est pas le RPM qui l'a fait élire parce que nous étions tous dans un ensemble qui s'appelle Ensemble pour le Mali. Et M. Bokari Tereta n'a pas rencontré le président de l'URD en tant que président de EPM. Il l'a rencontré parce que j'aurais vu avec lui au moins les autres présidents du RPM parce que nous avons une conférence des présidents. Mais les RPM, comment c'est la locomotive de l'EPM? Oui, bon, c'est la locomotive de l'EPM. Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que le président... C'était Tereta qui était le directeur de campagne. Non, il est le président, il est le directeur de campagne, mais il y avait d'autres partis politiques. N'oublions pas la société civile qui a joué un grand rôle. Il y avait plusieurs directions de campagne. Voilà, bon, je ne le dirai pas. Nyang c'est un journaliste, lui il peut se le permettre, moi je ne le dirai pas, mais ce qui est sûr, il y avait... beaucoup de gens, surtout de la société civile, il y a beaucoup de mouvements qui ont soutenu le président de la République et qui ont joué un grand rôle dans sa réélection. Maintenant, c'est eux qui savent ce qui s'est dit là-bas. Moi, je ne voudrais aucunement commenter cela. Mais si cela peut apporter la paix dans notre pays, je le souhaite vivement. Mais est-ce que votre approche face à cette situation ne jure pas aussi avec cette volonté de main tendue du président de la République? Non, mais pas du tout. Le président a tendu la main le 4 septembre, je crois, lors de sa prestation de serment. Ils ont dit qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans la main du président. Ils ont refusé de recevoir le Premier ministre, qui est quand même le Premier ministre nommé par le président de la République, qui est le chef du gouvernement. Maintenant, s'il y a d'autres tractations, nous ne le savons pas. C'est pour ça que je n'ai pas envie de m'engager sur cette voie ou commenter des faits dont je ne maîtrise pas la véracité. Au-delà de ça, je voudrais demander à mon petit frère Nyang d'arrêter de nous traiter de politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Il y en a, mais nous sommes des hommes et des femmes politiques qui ont décidé de faire de la politique librement et qui ont peut-être un idéal pour ce pays-là. Donc, je souhaiterais qu'ils fassent la différence entre hommes politiques et politiciens. Okay, d'accord. Merci. Ok, cette rencontre RPM, URD, la main tendue du président de la République est finalement démise? Non, franchement, que Nyang dise que cette rencontre suffit, cette rencontre c'est le début d'un gouvernement d'union nationale ou de ceci, je peux comprendre. Nyang est un journaliste, un activiste. Mais madame ne dira jamais ça. Parce que madame sait qu'à longueur de journée, les partis politiques s'écrivent pour se rencontrer. À longueur de journée, il se passe des rencontres entre les différentes directions de partis politiques. Mais qu'il suffit seulement que l'URD, je ne suis pas avocat de l'URD, je ne suis pas membre de l'URD, je ne suis pas porte-parole de l'URD, mais qu'un parti politique, URD soit-il, rencontre M. Tereta du RPM, ça pose problème. Dans notre pays, c'est déjà ça. Donc, je veux vous rassurer. Moi, Nouhoum Sarr et le FAD, nous ne croyons pas au consensus. Nous ne sommes pas rentrés en politique pour le consensus. C'est très bien. Nous dénonçons le consensus, nous n'accepterons pas le consensus. Et nous serons les derniers. Nous avons dit clairement, notre position est de combattre les tenants illégitimes du pouvoir jusqu'à leur départ. Parce qu'ils ont usurpé le pouvoir et nous sommes dans cette logique. Donc si demain, vous apprenez qu'un tel parti ou d'autres partis, parce que vous avez vos sources d'information, décident d'aller dans les bras du régime, dites, sans me consulter, que le FAD ne fait pas partie parce que nous resterons les gardiens du temple malien. En politique aussi, on dit que nous resterons les gardiens du temple. Parce que nous sommes convaincus que cette gouvernance chaotique, cette gouvernance à volo, cette gouvernance caractérisée par l'autisme, la cécité, la fuite en avant, est en train de faire plonger notre pays. Nous ne l'acceptons pas.
Maintenant, vous avez évoqué le début du dialogue. Mais vous savez, les conflits les plus rudes, les guerres les plus sombres de l'humanité se terminent autour d'une table. Je ne vous l'apprends pas. Adolf Hitler, l'armistice en France entre la France et l'Allemagne a été signé. C'est un dialogue. C'est pour dire que mais le dialogue, nous on l'a dit, nous insistons, nous persistons. Le dialogue doit se faire autour des principes, autour des règles bien établies. Il y a la question de la crise électorale qu'il faut vider. Comment? Et le FAD insiste et persiste. Le dialogue aujourd'hui dans notre pays doit se faire pour nous, pour le FAD, autour des conditions du départ d'Ibeka du pouvoir. Ok. C'est ça notre position. Deuxième thème de l'émission, face à la dégradation générale de la situation sécuritaire du pays, des associations de la société civile sont sorties de leur silence au cours de cette semaine pour interpeller directement le gouvernement. M. Nyang, après les députés, c'est au tour de la société civile maintenant de hausser le ton contre le gouvernement. Est-ce à dire que Soumeilou Bouboui Maïga et son gouvernement ne font pas assez? Est-ce que c'est la société civile? Je ne sais pas, hein. Ils se disent, se réclament de la société civile. Mais au Mali, la société civile était telle que nous le savons. Je crois qu'il était intéressant que la société civile fasse... Le Conseil national de la société civile n'est pas société civile? En tout cas, si c'est le cas, je suis heureux. Tant mieux. Mais la réalité est tout autre. Alors, lorsque vous voyez les messages véhiculés, lorsque vous voyez la présence de certaines figures. Et d'ailleurs, ça s'est très mal fini parce qu'il y a une partie de la salle qui a vidé à cause de certaines réalités gênantes dans la salle qui contrastent tout à fait avec la cause essentielle qui avait été brandie. Je crois que c'est une autre raison pour ceux qui avaient toujours douté de la société civile. Elle doit être neutre, elle doit être un contrepoids. Qu'est-ce que nos démocrates ont fait? Ils ont politisé la société civile pour voler la révolution du peuple malien, une révolution effectuée au prix du sang des gens engagés et patriotes qui sont dans les carrés des martyrs. Ils emportent la lourde responsabilité devant l'histoire. Je pense qu'il est temps que les gens soient sérieux. La société civile aurait dû faire des missions de sensibilisation pour éviter les amalgames. Parce que l'objectif des terroristes, c'est de créer une question Peul. C'est d'amener le peuple à faire l'amalgame, comme ça a été le cas avec les Touaregs en 2012. Mais non. On fait un procès à un gouvernement, on a transformé ces lieux en une tribune contre le gouvernement, avec des messages complètement à côté de la réalité sur le terrain. Donc moi, je pense que les vraies questions doivent être posées sur la table. Et nous sommes à table, Dieu merci, pour en parler. L'occasion viendra. Ok. Djiné, la société civile n'a pas le droit d'interpeller le gouvernement sur la situation sécuritaire du pays? Ils ont le droit si réellement c'est la société civile. Mais avant de me prononcer sur cette question, je souhaiterais m'incliner vraiment devant la mémoire de tous les soldats, les nôtres et ceux des pays partenaires qui nous aident dans le nord et même dans le centre, tombés sur le champ de l'honneur. Aux familles endeuillées, je présente vraiment mes condoléances les plus sincères et je souhaite prompt rétablissement aux différents blessés qui sont dans les différents hôpitaux. Et vraiment, nous sommes le 20 janvier, qui est la fête dédiée à l'armée, et nous avons une pensée émue pour tous ces gens qui se battent jour et nuit pour veiller sur notre sécurité. Si nous dormons, c'est parce que quelqu'un veille au front. Et ceci dit, vous savez, la société civile est politisée. Je crois que la société civile malienne est la plus politisée de toute l'Afrique. Moi, je l'ai toujours dénoncé, nous le savons tous. Je pense que c'est la seule question qui va faire l'unanimité autour de cette table-là. Et ils sortent quand leurs intérêts sont en jeu. Mais au-delà de ça, sur le problème sécuritaire de façon générale, vous savez, nous sommes dans une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, c'est quoi? Une guerre normale, c'est quand deux armées combattent face à face, dans une guerre loyale normale. Mais nous sommes dans une guerre asymétrique et à nous imposée par les forces du mal. Et ils font des attaques. Le président de la République, ce matin, dans son allocution, a dit souvent, les armes face à nous, c'est quoi? Nos ennemis, c'est quoi?
ils arrivent en forme de bombes artisanales posées sous les pieds de nos soldats. Ils arrivent en forme de mines posées sur le passage des forains. Donc vous êtes en train de dédouaner le gouvernement? Non, du tout. Je n'ai pas fini, M. Sidibé. Il n'y a rien de pire qu'une guerre asymétrique. Et vous savez, avec la déroute de l'État islamique en Irak et en Syrie, il y a eu une forme de nomadisme terroriste et ces gens arrivent chez nous. Et ils détiennent toutes les technicités nécessaires pour fabriquer des bombes que les Maliens qui ont versé dans le camp des différents groupes armés n'avaient pas. Donc cela complique la tâche de nos forces armées. En matière de sécurité, le risque zéro n'existe pas, vous le savez. Il y a eu les attentats contre le Pentagone. Les États-Unis sont... World Trade Center. Voilà, imaginez. Je cite le Pentagone parce que c'est la base de l'armée des États-Unis. Il y a des attentats en France. Tous les jours, il y a des attentats dans tous les grands pays européens. Ça veut dire que le risque zéro n'existe pas. Cela, il ne faut pas l'occulter. Au-delà de ça aussi, il faut comprendre que notre armée a été vraiment défaite lors de l'attentat de Kidal, ce que j'appelle l'équipée meurtrière de Kidal de 2014. Mai 2014. Et vous savez que quand une armée est fragilisée sur le plan mental, elle est difficile à réarmer. Mais je crois qu'avec tout ce qui est en train de se passer, les formations, l'achat de nouveaux matériels, ils sont réarmés et psychologiquement et sur le plan technique et sur le plan mental. C'est le plus important. Donc, il ne serait pas judicieux de leur jeter la pierre. Ça fait longtemps que le Nord est relativement calme et les problèmes se sont déplacés au centre. Et je voudrais juste aussi ajouter, Nyang a parlé de question Peul. Moi, je voudrais qu'on n'amène pas l'amalgame dans notre pays, dire qu'il y a une guerre civile. Les Dogons et les Peuls sont le même peuple. Ils parlent la même langue. Est-ce qu'il y a des Peuls au Burkina? Est-ce que c'est les Dogons qui ont attaqué? La dernière attaque de civils, moi j'étais là, nous étions pas loin. Parce que nous avions passé les fêtes de fin d'année avec les... Koulongo. Oui, nous étions à Bankas. Et je crois le même jour, il y a eu une attaque similaire au Burkina. Est-ce que c'est les Dogons qui sont allés perpétuer? Non, du tout. Dans le Massina, est-ce qu'il y a des Dogons là-bas? Non. Il faut que nous évitions de parler de guerre civile. Dieu nous en a épargnés et il faudra... Et c'est vrai qu'il y a des conflits intercommunautaires. Nyang, je suis très heureuse d'entendre mon petit frère Noussar parler de dialogue. Il dit que les plus grands conflits ont été réglés autour de table. Il y a eu le sommet de Yalta, on peut en citer plein. Maintenant, il faut arriver au dialogue coûte que coûte parce que nous n'avions pas d'autre choix. Nous n'avions pas d'autre choix. Okay. Merci. Sarr, sur cette sortie de la société civile? Bon, merci. En fait, moi, je n'ai pas été au meeting de la société civile. Je ne sais pas ce qui s'est dit là-bas, à part quelques bribes d'informations que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Maintenant, que Nyang nous dise que la société civile malienne est politisée alors que lui, il appartient à la société civile, bon, on se demande dans quel pays nous sommes. Vous êtes politisé ou pas, monsieur Nyang? Ça, c'est quand même, il faut répondre. Parce que l'organisation à laquelle vous appartenez, à la société civile, n'est plus politisée. Vous avez pris des positions politiques. Vous l'assumez. Il faut l'assumer tout simplement. La société civile dans notre pays, c'est autopolitisé. C'est elle qui démarche les hommes politiques la nuit à la recherche de financement. C'est elle qui vient te voir chez toi pour dire nous souhaitons soutenir ta candidature. Moyennant quelque chose. Et c'est autopolitisé. Donc franchement, ne jetons pas l'opprobre sur les hommes politiques. C'est vrai qu'il y en a de très mauvais. Mais il y en a de très bons hommes politiques dans notre pays. Mais est-ce que la société civile n'est pas dans son rôle? Donc, je vous dis, la société civile... En interpellant le gouvernement sur la situation sécuritaire du pays, elle n'est pas dans son rôle. Au-delà de la société civile, tout le monde peut interpeller sur cette question. Nous en revenons. Vous savez, nous sommes les héritiers des grands empires. Nous sommes une vieille nation. Nous sommes un pays où la nation a précédé l'État. Mais aujourd'hui, l'État, par son laxisme, l'État, par son incompétence, a mis le feu à la nation. Il est évident qu'il faut que nous fassions tous des efforts pour éviter le réflexe identitaire et communautaire. Le réflexe communautaire est dangereux pour l'unité nationale. C'est dangereux. Les groupes djihadistes qui opèrent dans le nord et dans le centre sont multiethniques. Il y a des Bozos, il y a des Dogos, il y a des Dongons, il y a des Peuls. C'est multiethnique. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître la réalité.
que dans le centre du pays, il y a une milice qui opère. C'est une milice qui a pris l'étiquette des Dozo. Je me réjouis du communiqué que l'association des Dozo a fait, disant qu'elle ne reconnaît pas cette milice, ce ne sont pas des Dozo. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. Dana Amasago? Non, je vous dis qu'il y a l'association des Dozo a fait un communiqué dans lequel elle dit que ces Dozo opérants ne sont pas de son association, ce ne sont pas des Dozo, ils ne sont répertoriés nulle part comme Dozo. Donc là, c'est inquiétant pour nous. Et nous estimons que ceux qui sont aujourd'hui à la tête des services de renseignement maliens disent à la face du monde et du peuple qui sont ces Dozo, d'où viennent-ils, qui les finance, qui les arme, à quel agenda ils obéissent. Le 1er janvier, madame était à Bankas, comme elle l'a dit, avec un groupe de députés. On a décimé à quelques kilomètres un village. On a violé des femmes. On a liquidé des bébés. On a assassiné des vieillards. Donc nous sommes en droit de nous interroger sur la portée de ce tapage médiatique en disant que les forces de défense ont été relevées, remoralisées. Quand à quelques kilomètres, on décime un village. C'est tout à fait notre droit, le plus absolu, de nous interroger sur ça. Okay. Et nous insistons, si les services de renseignement maliens sont incapables de donner ces informations au peuple malien, alors ils n'ont plus leur raison d'être. Madame a parlé de guerre asymétrique. La guerre asymétrique a été évoquée par Sun Tzu dans son livre L'art de la guerre 400 ans avant Jésus-Christ. Dans les années 90, les Américains l'ont développée. Mais cette guerre-là, où l'ennemi est pratiquement invisible, pour la remporter, il faut que les unités combattantes de l'armée et la cité, les citoyens, se mettent ensemble pour former ce qu'on appelle un bloc commun. Parce que c'est une guerre qu'on ne peut pas remporter sans l'information. Mais il est regrettable de voir que dans le centre du pays, le gouvernement légitime en place, quand ils étaient légitimes, ils ont fait un communiqué pour dire que certains militaires se sont rendus coupables d'exécutions sommaires sur des habitants civils. Donc c'est inquiétant. Okay. Ainsi prend fin ce numéro du tribunal de l'actualité qui recevait Moi, je n'ai même pas... Monsieur Nuhu Sarr, président du parti FAD, Abdoul Niang, journaliste analyste, et Fatmata Sako de la mouvance présidentielle. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.